Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live Studirama EGPN, gestion et protection de la nature, écologie. Voilà le sujet que nous allons évoquer ensemble et particulièrement se rendre utile. Parce que s'il y a bien des études qui vous permettent de vous rendre utile, ce sont bien les études en gestion et protection de la nature. Alors, je suis Aldric Canal, je suis le président du groupe d'hydroéducation, très ronflant, et j'ai créé l'EGPN, gestion et protection de la nature sous forme d'école. C'est-à-dire qu'on apprend à gérer des espaces de nature pour pouvoir anticiper sur les éventuels désastres qui sont connus, liés notamment à la pression humaine, mais également sur des changements climatiques, également sur des changements d'habitude et sur le passé. Donc, on essaye de regarder comme ça. Alors, on me dit que la connexion n'est pas très stable. Tac, je regarde. Alors, non, ça a l'air d'aller. Vous me le dites hein, si vous m'entendez plus ou si vous ne me voyez plus, parce que là j'ai un message Google qui s'est affiché, mais bon, on imagine que ça marche. Si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc, le principe de ces écoles, il y a eu un bug effectivement, mais a priori c'est revenu. Voilà, je pense que tout va bien. Donc, le principe de cette école, l'école de gestion et protection de la nature, qui est basée à Montpellier, à Aix, à Marseille, à Nice, donc dans le sud, mais également à Bordeaux, un peu moins le sud, à Lyon, à Paris, à Lille, à Nantes, c'est de vous faire donc étudier la nature. Donc toutes les semaines, vous partez sur le terrain et toutes les semaines, vous allez explorer une nouvelle dimension, ce qu'on appelle un nouveau milieu, parce qu'il est nécessaire, évidemment, de faire des sorties toutes les semaines. Vous avez également, en plus d'une sortie par semaine, l'obligation au sein de l'école de tous les week-ends sortir. C'est-à-dire que vous êtes à l'école, vous travaillez toute la semaine, et en plus, on vous donne des obligations le week-end. Et qu'est-ce qu'on étudie en gestion et protection de la nature? On étudie tout ce qui vous permet d'être utile pour protéger la faune et la flore. Donc, vous allez étudier les animaux, ce qu'on appelle tout ce qui est zoo quelque chose. Parce que zoo, en grec, c'est l'animal. Donc la zootechnie, tous les habitats, les niches écologiques, la biodiversité, tout ce qui concerne les animaux et la nature, c'est-à-dire la faune et la flore, vous allez l'étudier. Donc il y a plusieurs branches et on l'étudie de manière systémique, c'est-à-dire que on considère non pas une petite partie qu'on étudie indépendamment du tout, mais on considère un tout et on considère que ce sont plein de tout qui se parlent, qui se correspondent les uns avec les autres. Par exemple, vous avez un terrain sur lequel vous décidez de faire de l'agriculture biologique. À côté, il y a un autre terrain où il n'y a pas d'agriculture biologique. Comment vous pouvez faire pour séparer les deux et pour éviter que par exemple, des organismes génétiquement modifiés, donc des OGM, puissent venir sur votre terrain? Quel est le système de haies qu'on peut mettre en place? Quel système permet aux animaux de revenir coloniser ces terrains-là pour éviter justement qui est dispersion, comment on peut faire pour gérer un espace où on reçoit des touristes en masse et en même temps des oiseaux viennent polliniser, viennent nicher, nidifier. Par exemple, je pense au sud de la France l'été où vous avez les sternenen qui est un oiseau migrateur qui vient nicher sur les bords de la mer Méditerranée et qui sont prédatés et dont les œufs sont prédatés par des touristes, des chats, des chiens, etc. Donc vraiment, c'est l'aspect le plus général de la nature, et en partant toujours du particulier. On part toujours d'un lieu ou d'un milieu. Donc ça, c'est l'objectif de ces études. Vous avez un bac plus 3, vous avez un bac plus 5, donc 3 ans ou 5 ans, et à l'issue de ces deux périodes, vous avez un diplôme reconnu par l'État. Alphonse nous dit, est-ce qu'on est une école d'ingénieurs non, une école scientifique, pardon, ou de gestion et management? Alors, ce n'est pas une école d'ingénieurs, ce n'est pas une école de management ou de gestion, pas du tout. Hein, c'est une école qui est plutôt scientifique, mais je vais préciser mon propos. Scientifique dans le sens où on étudie la nature, on étudie la biologie animale, on étudie la physiologie animale et végétale, mais on n'étudie pas de la physique, des mathématiques et tout ce qu'on peut voir dans les écoles d'ingé ou dans les prépas. Donc, attention, on est une école qui est effectivement à dominante scientifique, dans le sens où la biologie, c'est scientifique, mais pas du tout scientifique dans le sens où les mathématiques et la physique sont scientifiques. Hein, on est bien d'accord. Donc, vous, votre objectif, c'est d'être capable d'aller sur un terrain et de voir si une société, une entreprise, par exemple, a abîmé des espaces de nature. Donc, avec un bureau d'études, vous y allez, vous faites ce qu'on appelle une étude d'impact. Et puis, à l'issue de cette étude d'impact, vous regardez s'il y a besoin de prendre des mesures compensatoires
Et si c'est le cas, eh ben, vous allez imposer avec votre bureau d'études à l'entreprise de donner en gestion un terrain ou de subvenir aux moyens de la gestion d'un autre terrain qui n'a rien à voir avec celui-là. L'idée étant de compenser le handicap qu'a causé l'entreprise. Alors ça peut être de la construction, ça peut être une ligne grande vitesse, ça peut être une autoroute, ça peut être n'importe quoi. Mais ça, c'est assez fréquent en France parce qu'on est dans un tout petit pays. Et donc régulièrement, dès qu'un maire décide l'extension d'une zone commerciale, eh ben, il y a une destruction de la partie de nature. Et dans ce cas-là, il y a un bureau d'études qui vient, qui regarde et qui fait de telle sorte que la société, entre guillemets, rende à la nature ce qu'elle lui a pris. Est-ce qu'on prend des étudiants qui ont fait SVT? Alors, c'est une excellente question. On est une école post-bac, donc juste après le baccalauréat. On est hors Parcoursup, hein, évidemment. On est une école privée, ce qui fait de nous une meilleure école, n'est-ce pas? Et ce qui signifie surtout que vous avez un encadrement qui n'a pas que le nom et donc qui est sérieux, et les sorties qui sont quand même très régulièrement organisées avec les voyages d'études, etc. Alors, on prend les élèves à la sortie du bac et on prend des élèves comment? On prend des élèves passionnés. Ça, c'est le mot clé de l'EGPN, c'est passion. Si vous n'aimez pas la nature, si vous n'aimez pas aller sur le terrain avec des bottes en caoutchouc, qui pleuvent, qui ventent, qui neigent, si vous préférez regarder la télé plutôt que d'aller vous balader en forêt, c'est sûr que voilà, c'est pas ce qu'on appelle la passion de la nature. Chez nous, il n'y a que des jeunes qui sont passionnés. Alors du coup, est-ce qu'ils ont fait SVT ou pas? Pas forcément. On a des gens qui viennent de filières plutôt, on va dire, littéraires, d'autres plutôt économiques. Il y a tout un tas de types de filières différentes. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, puisque lorsque vous arrivez en première année, on apprend, on réapprend tout. On vous apprend ou réapprend, si vous avez déjà fait un peu de biologie, mais généralement, vous avez fait assez peu, même en bac scientifique, quoi, ou à connotation scientifique, vous avez fait très très peu de biologie végétale et de physiologie végétale. C'est très très rare. Donc forcément, quand vous arrivez chez nous, vous êtes novice, quel que soit le bac que vous ayez fait, quelles que soient les études que vous ayez fait auparavant. Il y a des élèves qui peuvent arriver en Master 1, qui arrivent en admission parallèle. À ce moment-là, il faut qu'ils aient fait une licence. Peu importe la licence, on s'en moque. Pareil, puisque les Master 1 en admission parallèle, on récupère le programme de la première et la deuxième année. Donc, il y a un programme intense qui leur permet de rattraper leur niveau. Donc, on prend tout type d'élèves. Il faut que les élèves soient passionnés. Charline vous a mis la plateforme sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour pouvoir venir à l'école. Et après, il faut avoir envie, donc j'ai intitulé la conférence Se rendre utile, il faut vraiment avoir envie de faire quelque chose qui donne des conséquences visibles. Alors je m'explique. Par exemple, vous allez étudier une cohorte d'animaux, peu importe dans n'importe quel pays, parce que la nature, c'est pas que la France, hein. Alors, en France, il y a beaucoup de choses. Comme je disais ce matin lors d'une conférence, on a un pays qui est très très vaste en termes de type de territoire et dans lequel on a deux mers, un océan, des montagnes basses, hautes, vieilles, jeunes. Enfin, on a beaucoup de choses. Deux seules choses qu'on n'a pas en France, c'est une banquise et du désert. Mais sinon, on a à peu près tout le reste. Donc, on a de la chance d'avoir un pays qui est très très riche et donc on peut tout étudier. Mais la nature n'a pas de frontières. Donc vous pouvez très bien être amené à aller faire à étudier une cohorte, je disais, de requins-baleines au large des Maldives, ou suivre la tortue d'Hermann dans 180 pays dans le monde, ou aller étudier des problématiques de réimplantation de la noix de karité au Mali. Je pense à des choses que nos étudiants ont fait, hein. Ou alors tout simplement en France, prise en charge dans une commune de la totalité des jardins de la commune, où là on se dit oh c'est que des jardins, mais en fait on se rend compte qu'il y a des centaines d'hectares et que ça représente un travail extraordinaire si on veut faire quelque chose de propre. Passage à la permaculture dans certains types de fermes, réorganisation de structures agroalimentaires, parce qu'il y a de l'agroalimentaire. Comment faire pour pouvoir produire du lait en respectant la nature, en respectant les animaux, travailler au sein de l'État pour proposer une lecture des règles et des lois européennes, parce que l'Europe produit énormément de lois en écologie, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Le problème, c'est qu'elles sont écrites dans un jargon extrêmement, on va dire, juridique et général pour l'ensemble des pays, et quand il faut les appliquer dans le pays, ça devient plus compliqué. Et en plus, la France, comme c'est un pays, comme je l'ai dit, avec beaucoup de diversité, dès que l'Europe pond une loi, en France,
c'est pour nous. C'est obligé pour nous puisque de toute façon, on a tout. On a les mers, on a les océans, on a les plaines, on a l'agriculture, on a tout. Donc de toute façon, lorsque l'Europe parle d'aigle, ça nous concerne. Lorsque l'Europe parle d'ours, ça nous concerne. Lorsque l'Europe parle de la pêche, ça nous concerne, etc. Et donc à chaque fois qu'il y a une loi sur la pêche, par exemple, on est bien obligé de faire le lien entre le pêcheur qui est sur son bateau et le type qui est en costard-cravate à Bruxelles et qui a voté la loi. D'accord? Et entre les deux, c'est pas simple, hein, parce que le pêcheur, il parle jamais au mec qui est en costard-cravate. Le costard-cravate, il parle jamais au pêcheur. Donc, comment on fait? Ben, ça arrive auprès de l'État. Le pêcheur, il fait remonter à la fédération de pêche. Et là, l'État, c'est un État décentralisé qui passe en région ou en conseil général, voire en commune, et fédération de chasse et de pêche, et la commune. Et là, il faut des interlocuteurs de qualité qui soient capables de faire le lien. Et très souvent, on fait appel à des élèves qui ont été dans le passé à l'EGPN. On a beaucoup d'élèves qui travaillent dans ce type de structure ou pour ce type d'action-là, parce qu'ils savent parler les deux langues. Ils savent comprendre un texte de loi. Ils ont fait des études qui leur permettent de comprendre ce que c'est une ZNIEF, donc une zone de protection, Natura 2000, un plan émis par le préfet, etc. Et en même temps, ils sont capables d'aller parler à un agriculteur, passer une journée avec un pêcheur, comprendre ses problématiques, etc. etc. Et puis, comprendre les problématiques du pêcheur qui est tout seul sur sa barque, c'est une chose, mais comprendre les problématiques de celui qui a 14 bateaux de pêche et qui ratisse un territoire, c'est encore autre chose. Il y a pêche et pêche, entre guillemets. Donc voilà, c'est tout ça que vous êtes obligé d'apprendre et que vous êtes obligé de vivre, pour pas dire de bêtises, parce que sinon vous restez dans un fauteuil à imaginer des choses et vous êtes éloigné de la réalité. C'est pour ça qu'il faut que vous sortiez 2 fois par semaine, je le disais au début, hein, j'ai attaqué un peu brutalement là-dessus, mais c'est une obligation. Vous devez impérativement être en mesure d'aller faire une sortie avec l'école par semaine et le week-end d'y retourner. Il faut que vous alliez sur le terrain. Il n'y a que le terrain qui vous apprendra le terrain. Vous avez des épreuves chez nous interdisciplinaires et professionnelles qui durent 24 heures, voire 48 heures. Donc vous allez sur le terrain pendant longtemps, on vous donne une problématique, on revient 2 jours après. Oui, vous avez bien compris, vous dormez au chaud, vous inquiétez pas. Et puis on vient dire, bah voilà, qu'est-ce que tu as vu sur ce terrain? Est-ce que tu peux l'analyser? Est-ce que tu peux nous faire une lecture du paysage? Est-ce que tu peux donc voir quel diagnostic tu as fait du terrain, quels sont les problèmes que tu as soulevés et quelles sont les solutions que tu apportes. Donc c'est vraiment, quand je dis être utile, je pense que ce sont les études où on voit le plus facilement, le plus rapidement, le plus immédiatement les conséquences de ce qu'on a étudié. Et on voit aussi quand on n'est pas capable, c'est ce qui est très très bien. Aujourd'hui, vous allez, et je réponds à la question d'Alphonse, est-ce que si jamais vous allez aujourd'hui dans une forêt, vous savez ne pas dire il y a des arbres, mais dire il y a telle essence, telle essence, telle essence. Un frêne, un orme, un platane pour y aller, par exemple, un chêne, etc. Vous ne savez pas. Quand vous arrivez, vous voyez quoi? Vous voyez des arbres. Vous voyez la nature. Bon. Ben, quand vous êtes à l'école, vous ne voyez plus des arbres. Vous ne voyez plus la nature. Vous voyez telle essence, c'est-à-dire telle espèce. D'accord? Vous arrivez à identifier l'arbre. Mais quand vous identifiez l'arbre, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous savez la profondeur de ses racines. Vous savez le type de fruits et le type d'animaux qui vont aller dessus. Vous savez également que si cet arbre il pousse là, c'est que le sol, ce qu'on appelle la pédologie, l'étude du sol, le sol est constitué de tel type de strates, de tel type de sédiments, et que vous n'allez pas retrouver un sol basique, mais plutôt un sol acide à cet endroit-là. Vous savez qu'à proximité, il y a ou il n'y a pas d'eau. Vous savez qu'il y a eu ou pas, en regardant assez rapidement, un feu de forêt, il y a entre 0 et 20 ans à peu près, vous êtes capable de le déterminer en quelques secondes. Donc, la lecture que vous faites une fois que vous êtes passé à l'école, elle est radicalement différente. C'est vraiment de la lecture, c'est-à-dire c'est un peu comme un livre. Si vous prenez une langue étrangère que vous ne connaissez pas, bah, voilà, vous prenez du russe par exemple, c'est un autre alphabet. Vous pouvez beau regarder, vous voyez des lettres, des chiffres, éventuellement des mots, mais pas plus. Et ben la nature, c'est exactement pareil. Il faut apprendre à déchiffrer ça. Et le jargon de la nature, il est simple, il est scientifique, c'est le même dans toutes les langues, et il faut l'avoir à l'esprit, et on ne l'acquiert pas d'un seul coup, c'est-à-dire on ne va pas sur Wikipédia, on n'apprend pas tout par cœur, on rencontre un arbre, on essaye de l'identifier, on est toujours, alors la nature c'est très technologique, hein, on a toujours son téléphone portable, son appareil photo ou sur le portable, son ordinateur, c'est vraiment très très important d'être high-tech par rapport à la nature, on pose des balises GPS, on fait des études de diagrammes ombrothermiques, de diagrammes de température, donc l'écologue d'aujourd'hui, c'est pas du tout un homme politique, c'est quelqu'un qui sait analyser. Donc il est vraiment en compétence
et en savoir-faire par rapport à ce qu'il va rencontrer. Et quand il ne sait pas, je disais tout à l'heure, du coup, j'ai pas fini ma phrase, quand il ne sait pas, eh ben, il va buter sur un problème. Et du coup, il va aller chercher et il va essayer de trouver d'autres personnes qui ont rencontré la même problématique. Parce que dans la nature, il y a un avantage énorme, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se spécialisent. Vous avez les spécialistes des araignées, des coléoptères, des ceci, des cela, etc. Il y a énormément de spécialistes. Et évidemment, quand on est spécialiste, ben, on regarde son champ d'études et on ne regarde pas à côté. Et vous, votre métier, c'est également de récupérer des informations de chaque spécialiste et d'arriver à faire des synthèses. Très souvent, celui qui a fait des études de gestion et protection de la nature, qui sont assez rares en France, hein, on est la seule école à 100% là-dessus, et il y a assez peu d'écoles qui font ça, sont très sollicités parce qu'ils ont cette, comme je disais tout à l'heure, un peu cette compétence de rendre facile à comprendre à des gens qui ne comprennent pas des problématiques. Entre un maire et un agriculteur, par exemple, soit on a un maire qui vient du terroir et qui sait faire, et dans ce cas-là, en général, il parle le même langage, voire il était lui-même agriculteur et ça se passe bien. Mais dès qu'on passe sur des communes qui sont un peu plus grandes, où il y a plus de 15 000, 20 000 habitants, on a souvent des maires qui ont été élus de manière politique, ce qui est normal, hein, pas de critique, hein, mais du coup qui sont assez éloignés des problématiques naturelles. Et là, il leur faut souvent des gens pour leur dire non, mais attends, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et puis, il faut pas non plus se laisser faire, il faut pas exagérer, il faut pas. Voilà. Donc, c'est tout cet enjeu-là. Donc, quand on fait des études de gestion et protection de la nature, on étudie l'écosystème général naturel, mais on étudie aussi les relations entre les hommes. On étudie également les relations économiques, parce qu'il faut quand même se faire une idée. Attendez, on m'envoie des messages, je voudrais savoir si c'est... Non, donc tout est bon. Il faut avoir des connaissances qui sont quand même assez globales. Et puis, il faut étudier ce que font les autres pays. Par exemple, le Nicaragua, comme vous le savez, est en avance au niveau écologie. Le Canada est en avance au niveau de l'écologie. C'est intéressant de toujours avoir un œil sur les problématiques, sur la gestion du froid, sur la gestion des températures excessives pendant l'été, etc. Et de voir comment certains pays qui sont un peu en avance peuvent nous donner de bonnes idées. Et j'espère que la France, petit à petit, elle comble son retard en matière d'écologie. Alors, je sais que souvent les gens disent ouais, il n'y a pas assez d'écologie et qu'après il y a des votes qui sont faits massifs pour des maires écologiques qui créent des pistes cyclables, mais c'est pas ça hein, l'écologie, hein, c'est pas les pistes cyclables. Hein. Je suis désolé, j'ai rien contre les vélos, hein, mais l'écologie c'est beaucoup plus fondamental que ça. C'est pas parce que vous êtes un maire de Montpellier que vous créez des pistes cyclables en supprimant les routes de voitures que vous faites du bien à la nature. Non, vous créez des embouteillages, vous empêchez les gens de circuler, vous créez du mécontentement, de l'instabilité sociale et vous paupérisez le centre des villes, c'est-à-dire que vous affaiblissez structurellement le centre des villes, mais c'est pas ça. Hein. Notre métier, c'est pas de créer des pistes cyclables, je vous le dis tout de suite. Dans ce cas-là, vous faites des études d'urbanisme. Donc nous, c'est vraiment d'aller plus loin. Et justement, c'est de voir les conséquences. À Paris, Madame Hidalgo dit les pistes cyclables, ça entraîne une baisse de la pollution. Pourquoi pas, après tout? C'est un poncif ou c'est un postulat. À vous de décider. Si on fait des études, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que réellement, il y a une baisse de la pollution ou pas? Dans ce cas-là, on va chercher, parce que vous êtes scientifique, ça veut dire quoi, baisse de la pollution? C'est-à-dire de quoi on parle, quand on l'étudie et sur combien de temps? Et donc, on s'aperçoit que dire qu'une action entraîne une baisse de la pollution, notamment une action sur les véhicules, c'est impossible à dire. De la même manière que c'est impossible que de dire l'inverse, que ça augmente. On ne peut pas l'étudier, on ne peut pas le modéliser. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on ne peut pas encore le modéliser précisément. Évidemment, si vous mettez une voiture allumée au pétrole sans jamais l'arrêter, ça pollue. Je n'ai pas dit l'inverse. Je suis plutôt anti-voiture et je roule à l'électrique depuis très longtemps. Mais, et d'ailleurs, pareil, le même débat sur les batteries électriques, etc. Aujourd'hui, c'est très difficile de savoir. On se positionne sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Quels sont les critères d'étude? Vous voyez ? Les déchets nucléaires, par exemple, évidemment, j'ai rien pour le nucléaire et je suis d'ailleurs ni contre ni pour parce que je ne suis pas assez calé pour en parler. Mais la totalité des déchets qui sont vraiment polluants nucléaires tiennent dans une piscine olympique sur toute la Terre. Alors je me demande si c'est plus important ça que la gestion du plastique qui arrive dans les océans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la pollution, c'est très difficile. Donc notre métier, ce serait de dire, on nous interroge là-dessus. Bon, ben voilà, est-ce que de supprimer des pistes cyclables ou d'en remettre, est-ce que ça augmente ou baisse? Vous, votre métier, c'est de dire, on est incapable de prendre une décision. Je suis désolé, chère Madame le maire ou cher Monsieur le maire, on ne peut pas vous répondre. Nous sommes des scientifiques. En revanche, on peut vous dire qu'il va y avoir des conséquences
Par exemple, un ralentissement du nombre de voitures sur telle route, ça peut permettre aux animaux de passer ou à l'inverse de ne pas passer. Ou alors, on va avoir l'utilisation de tel axe routier qui n'était pas le cas avant. Donc, il faut créer des espaces pour que les animaux puissent passer dessous, par exemple, des choses comme ça. Ça, vous êtes en mesure de le dire parce que vous voyez précisément sur le terrain des conséquences et que vous pouvez les supposer parce que vous les avez vues ailleurs. Mais donc, on est des scientifiques et on n'est pas des diseurs de bonne aventure et des gens qui obéissent à des volontés politiques à court terme. Voilà, ça c'est un petit. J'en ai parlé un peu longtemps, mais c'est un peu important de le dire. Alors Alphonse nous dit, est-ce que l'impact de ce travail est réel ou est-ce qu'on est bloqué par les gouvernements et les politiques internationales qui privilégient les entreprises et le profit? Alors, dans cette question, Alphonse, il y a plein de questions qui sont passionnantes. Je dirais que d'abord, est-ce que ce que vous faites, ça donne un impact réel, tout court? La deuxième question, c'est est-ce que les hommes politiques, de manière générale, ont tendance à freiner la dimension ou les actions écologiques? Et la troisième, c'est qui décide? Les entreprises ou les États? Parce qu'on pense que les États décident, mais je pense que les entreprises décident beaucoup. Et quand une entreprise décide, est-ce que c'est un homme qui décide ou est-ce que c'est l'argent qui décide ou est-ce que c'est qu'elles sont tellement grosses qu'il y a des millions de décisions qui sont prises et qu'à la fin, on ne sait même plus trop qui a décidé quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de manière générale, je répondrai par le dernier mot. Oui, les êtres humains ont tendance à mettre en avant leur profit. Toujours. D'ailleurs, si on fait de l'écologie, c'est pour profiter de la planète, pour en profiter de manière équilibrée. J'ai bien compris, c'est pas de ça dont vous parlez, j'ai très bien compris. Mais de toute façon, l'être humain a tendance à mettre en avant, à privilégier, à favoriser ce qui lui est profitable. Et lorsqu'il se trompe, lorsqu'il pense que l'argent est plus profitable que la nature, eh ben, il met l'argent en avant. C'est toujours comme ça. Donc, là, cette question-là, moi, personnellement, on pourrait y répondre, mais il me faudrait 2 heures de plus pour essayer de bâtir quelque chose d'assez intelligent. Sur la deuxième question, est-ce que les hommes politiques bloquent les actions on va dire des écologues, des vrais? Jamais. On l'a jamais vu. Voilà. Ce qui bloque les actions, c'est pas les hommes politiques, c'est qu'on va avoir des intérêts complètement différents. Par exemple, tout bêtement, mais le chasseur et le pêcheur vont avoir des intérêts antagonistes. Je vous donne un exemple. Le terrain agricole chasse et on ne chasse pas tel type d'animal, chevreuil par exemple. Or, le chevreuil vient bouffer les racines dans le terrain agricole. Qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Protéger le terrain agricole ou protéger les chevreuils? Vous voyez, ça c'est très régulier. Régulièrement, il y a des confrontations entre le tourisme et la nature. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas un homme politique ou une entreprise qui va dire non, parce que finalement, il n'est rien. Et en plus, en France, il y a quand même beaucoup de lois qui protègent la nature. On est dans un pays extrêmement protecteur. Je vous rappelle qu'il y a 40% à peu près de la surface de la France qui est forestier et que en termes de réglementation, je crois que quasiment 95% de la France est réglementée. Donc, c'est quasiment la totalité. Vous ne pouvez rien faire nulle part. En France, tout est réglementé. Après, il faut le faire correctement, on est bien d'accord. Et puis, des fois, il y a des choses qui sont faites qui sont assez étonnantes. Mais en attendant, c'est réglementé. Vous avez le Conservatoire national du littoral dans le sud de la France qui achète un maximum de littoral pour le protéger. Et ils ont une action continue. Il y a 20 élèves de chez nous qui travaillent. C'est un truc, c'est une armée. C'est un travail vraiment efficace. Et donc, du coup, j'en arrive à la première de votre série de questions, qui est, est-ce qu'il y a un travail réel? Absolument. Quand vous vous battez pendant 1 an ou 2 ans pour pouvoir acquérir quelques centaines d'hectares à un endroit à côté du parc naturel de Camargue, parc national de Camargue, pardon, et que là, vous avez enfin réussi et que du coup, maintenant, vous allez pouvoir modéliser une approche systémique par rapport à la gestion des moustiques, à la gestion des tourismes, aux constructions qui existent, à celles qu'il faut faire détruire, etc., je peux vous dire que l'impact, il est réel. Vous allez le voir. Vous allez voir des immeubles détruits. Vous allez voir une gestion des moustiques, par exemple, qui est un enjeu écologique très fort, très difficile à gérer d'ailleurs. Vous allez le voir pour de vrai. Vous allez le constater. Donc, les actions sont vraiment réelles, vraiment réelles. Et en plus, l'écologue, aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine d'années en France, on n'ose plus lui dire non. Voilà. Vous avez là, si vous faites ces études, vous avez une chance inouïe. Il y a 30 ans, on vous aurait regardé, on vous aurait dit non, mais de quoi tu me parles? On s'en fout. Aujourd'hui, personne n'osera vous dire l'écologie, on s'en fout. Même si la personne le pense au fond d'elle-même, elle n'osera jamais le dire et elle n'osera jamais montrer qu'elle s'en fout. Donc, c'est un énorme avantage qu'on a aujourd'hui en écologie, c'est qu'on est écouté.
un peu trop, hein, les pistes cyclables en sont des exemples farfelus, mais on est vraiment écouté. Et donc, regardez l'aéroport de Nantes, tout simplement. Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas ni favorable ni défavorable aux aéroports. Je pense qu'il ne faut pas aller contre le progrès, mais il faut aussi faire attention à ce qu'on fait. Mais les écologistes ont quand même gagné. Alors après, il y a eu les zadistes, les machins, etc. Peut-être, mais en attendant, la nature, entre guillemets, a gagné. Donc, globalement, en France, on écoute les écologues et on fait attention à respecter les lois et les règles. Et il y en a beaucoup. Donc, par rapport à cette longue et très pertinente question, mais qui relève plusieurs aspects, je suis assez optimiste. Pour finir, je dirais que globalement, quand même, ce qui manque en fait, pour être très clair, c'est plus de gens qui font le GPN. Je dis pas ça pour vous dire venez faire tous le GPN. Et c'est vrai, il manque plus de gens instruits, cultivés, sachants, sérieux, ne racontant pas des histoires pour parler de la nature. Il faut arrêter de laisser parler justement des hommes politiques ou des gens qui ne comprennent rien et qui disent n'importe quoi et qui ont lu un article et qui ont l'impression de tout savoir sur la nature. Et il faut plus de gens qui l'étudient pour de vrai. Et il ne faut pas non plus des ingénieurs ponts et chaussées qui ne sont pas formés pour ça. Ils sont peut-être brillants, mais ils ne sont pas formés pour ça. Il ne faut pas des énarques, ils ne sont pas formés pour ça. Il ne faut pas non plus quelqu'un qui a juste un bac ou un bac plus 2 en gestion et protection de la nature, parce qu'il n'est pas assez équipé, il n'a pas fait des études assez longues. Donc, il faudrait plus de gens qui fassent le GPN pour justement pouvoir améliorer les choses, mais je suis assez positif. Je pense que globalement, on prend quand même le bon chemin. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Franck nous dit, vos diplômés travaillent pour le compte de qui, fonction publique ou pour le privé? Majoritairement pour le privé, tout simplement parce que les salaires sont meilleurs et parce qu'il y a de la vraie demande aujourd'hui. Si vous allez sur le site Apecita, si vous tapez Apecita, je vous donne ce petit tuyau rapide là, tac, je vais le faire Apecita parce que quand on sait ce qu'on cherche, c'est plus facile. Tac, oh, bon, en fait, c'est simple, le site, c'est tac, je vous le copie, je vous le mets tout de suite, vous allez voir, bam, bam. Donc, pour ceux qui ne verraient pas, apecita.com, c'est l'équivalent de Pôle emploi pour la gestion et protection de la nature. Et vous allez voir qu'au moment où on se parle, il y a plus d'offres d'emploi en nature que de gens pour y répondre. Donc, on a un vrai problème, on a aujourd'hui une vraie difficulté pour répondre aux enjeux de la nature. Mais vous n'imaginez même pas à quel point c'est important. Tous les parcs naturels, tous les parcs nationaux, les réserves, tout le monde recrute. En plus, les vieux baby boomers sont en train de partir à la retraite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se renouveler. Merci à vous, Alphonse, pour vos questions. Et donc, il faut vraiment prendre le parti. Je pense qu'aujourd'hui, travailler dans la nature, c'est vraiment génial. Vous pouvez créer votre bureau d'études, vous pouvez vous spécialiser, vous pouvez travailler dans n'importe quel domaine, il y a un rapport avec la nature tout le temps. Regardez les bitcoins, le minage des bitcoins, ça a été un problème écologique quasiment immédiatement. Alors qu'avant ce problème écologique, il y en a des tonnes que le bitcoin pose comme problème. Je veux dire, c'est dingue qu'on ait d'abord parlé d'écologie. Alors parce que, ok, il y a de l'électricité, mais le nombre de consommations excessives d'électricité que font les États bêtement, c'est pas la première fois ni la dernière. Je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que ce soit arrivé le sujet quasiment numéro 1. C'est génial, ça veut dire que ça y est, les gens ont compris que leurs actions avaient des conséquences et qu'il fallait faire attention à ça et qu'il fallait gérer de manière intelligente la totalité des actions humaines et tout simplement pour penser à l'avenir, pour penser à nos enfants, aux enfants de nos enfants et pour faire de telle sorte que l'environnement dans lequel on vit soit un environnement agréable et acceptable. Quand les gens vantent la Chine, moi j'ai été à Pékin, vous avez de la pollution épaisse comme ça, vous ne voyez rien, je me suis étouffé dès que je suis sorti de l'aéroport, je suis désolé, j'ai absolument pas envie que la planète Terre elle ressemble à ça. Et j'ai rien contre nos amis chinois, je dis juste que ça c'est non, ça c'est interdit, ça c'est pas possible, ça c'est à supprimer, il faut arrêter. Voilà, ça c'est une réelle problématique. Donc oui, on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste 1 minute. J'avais pas mal de choses encore à vous dire. Par rapport aux études que l'on fait, à l'EGPN, donc gestion et protection de la nature, comme vous l'avez compris, vous avez la possibilité de poursuivre vos études jusqu'au master, voire de faire un doctorat après si vous êtes passionné. Donc, ce sont des études qui sont dites plutôt longues, ce ne sont pas des études courtes. Après, on a des élèves qui veulent faire juste un BTS gestion et protection de la nature et on offre ce BTS à d'Hydrocampus, donc sur une autre marque, entre guillemets, du groupe d'hydroéducation. Et ça, c'est en 2 ans. C'est souvent des gens qui ont envie de faire des choses très courtes et qui ont peut-être moins envie de prendre des décisions à un niveau supérieur. En tous les cas de figure, le conseil que je vous donne, c'est
appréciez la nature, connaissez-la, passez du temps dans la nature. Il faut passer du temps pour apprendre à la lire, à la comprendre, pour la vivre, pour la ressentir, il faut passer du temps. Il faut y aller. Tous les week-ends, il faut sortir de chez soi, où qu'on habite. En France, de toute façon, il y a la nature. 5 kilomètres après, il y a la nature partout en France. C'est un endroit extraordinaire. Donc, il faut comprendre la nature, la ressentir, et il faut beaucoup apprendre. Voilà. Sur ce, chers amis, je vous laisse. Je vous remercie pour cette conférence. Je remercie Studirama et d'Hydroéducation. EGPN vous dit à bientôt. Ciao, ciao.